je vais m'identifier à cette personne-là puis me dire, ben si elle le fait, moi aussi je peux, tu sais. Fait que d'où l'importance de créer du contenu en français parce que, ben ce qu'on fait ressortir dans notre recherche, c'est ça, tu sais, que se reconnaître plus, c'est pas juste pour le fun, ça a aussi comme des vertus thérapeutiques, genre. Donc, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton expérience en tant que personne qui bégaye. Moi, c'est Geneviève Lamoureux. Ben, quand on me demande de me présenter, je suis toujours OK, par quoi je commence? Il y a plusieurs choses. Mais je suis d'abord une adulte qui bégait. Ben, une personne qui bégait, comme vous avez entendu quand j'ai dit mon nom. Je suis aussi... ben, en fait, je viens, il y a un mois à peine, de terminer la maîtrise professionnelle en orthophonie. Félicitations! Je suis pas orthophoniste, hein? J'ai dit félicitations! Merci beaucoup! Je suis pas orthophoniste encore parce que je suis pas membre de l'ordre professionnel encore, là, ça prend toujours quelques mois. Et j'ai commencé en septembre un doctorat en sciences de l'orthophonie. Donc, je me lance dans un gros projet, mais ça m'intéresse vraiment. Je suis passionnée par mon sujet, puis je suis très contente. Je suis aussi, depuis 2020, je co-anime et coproduis un podcast sur le bégaiement en français qui est diffusé, qui est produit au Québec. Ça s'appelle Je suis un podcast, puis c'est produit par l'association Bégaiement Communication, qu'on connaît mieux peut-être sous l'acronyme ABC, qui est un organisme basé au Québec, qui est consacré aux adultes qui bégaient, donc aux personnes de 18 ans et plus qui bégaient. Il offre beaucoup de services et de ressources, entre autres, je suis un podcast. Donc, ça ressemble pas mal à ça pour qui je suis. Fabuleux! Et notre invité distingué. Oh, merci! Ça me fait vraiment, vraiment plaisir d'être ici. Je suis une fan de Some Stutter Law. Oui! Je sais pas si je le dis bien. À chaque fois, je dis bien. C'est vrai. Avant qu'on enregistre, tu m'as parlé d'insécurité linguistique, puis j'en ai encore quand je parle en anglais. Mais bon, c'est ça, je suis vraiment fan. J'ai écouté plusieurs de vos épisodes, puis il y a des personnes dans le domaine de l'orthophonie qui sont passées à votre micro, que j'admire beaucoup, donc je suis honorée d'être aussi parmi ces personnes. Merci beaucoup. Le plaisir est à nous. Et c'est la première fois que Some Stutter Law fait un podcast en français, un épisode en français. Donc j'ai très hâte de pouvoir être la personne de l'apporter à vous, quoi. Donc je suis très heureuse de pouvoir, pouvoir faire ça. Je suis encore plus honorée parce que je pensais qu'il y avait plusieurs épisodes en français déjà, mais la je suis la première, mon oui, Dieu! C'est bien, hein? Comme c'est excitant! Et pas la dernière, doigt croisé. Non. En fait, je peux vous référer plein de gens si vous voulez. Bah oui, j'adorerais ça. Ok. Donc la première chose que moi et que nos auditeurs et auditrices aimeraient savoir, c'est ton expérience en tant que personne qui bégaye et la façon dont cela a affecté ta carrière et ta vie. J'aimerais vraiment, si je pars dans tous les sens, puis je donne des trop longues réponses, tu me le diras, ok?
mon expérience en tant que personne qui bégait, comme plusieurs personnes, j'ai commencé à bégayer quand j'étais enfant. J'ai été voir une orthophoniste pour la première fois à 7 ans, mais en parlant avec ma mère, ça s'est précisé un peu. Puis, dans le fond, quand j'étais petite, j'avais un trouble des sons de la parole, qui est quand les enfants ont de la difficulté à prononcer les sons, donc vont transformer des sons parce que ils n'ont pas toutes les habiletés motrices encore pour produire les sons comme ils les entendent. Fait que bref, j'avais ça il y a 5 ans quand je parlais apparemment que c'était très difficile de me comprendre. Souvent, les enfants qui ont un bégaiement ont un trouble des sons de la parole aussi, ce qui a beaucoup de sens parce que si tu as des difficultés sur le plan moteur, ben tu risques de bégayer aussi. Bref, fait que pour moi, c'était mon cas. Fait que c'est ça, j'ai commencé à consulter une orthophoniste à 7 ans. J'en ai consulté beaucoup après, par la suite, comme 4-5 fois de l'âge de 7 ans jusqu'à 16 ans à peu près. J'ai reconsulté quand j'étais adulte après, mais là, c'était différent parce que j'avais des connaissances sur le bégaiement. J'avais été dans un groupe de soutien. Mais quand j'étais petite, j'avais aucune idée. Ben, quand j'étais petite et adolescente, j'avais aucune idée de ce que les services en orthophonie pouvaient être. Puis j'étais jeune, donc je m'affirmais pas tant que ça. Bref, puis je me rappelle qu'en orthophonie, à ce moment-là, c'était il y a 20 ans, là, ben j'ai 30 ans maintenant, fait que, bref, à peu près il y a 20 ans. Puis, c'était très axé sur les stratégies pour être fluide. Voici des exercices qu'on fait ensemble, on se pratique. Comme tout le monde, dans le bureau, je bégaye à peine. Je sors du bureau, puis pas capable de mettre en place ces stratégies-là dans un contexte naturel au quotidien. Le sentiment d'échec, tu sais, je suis pas capable, alors qu'on m'explique ça comme si je devrais l'être. Tu sais, comme, je suis sûre que t'as vécu ça aussi, bien peut-être, sûr. là, en tout cas, moi, je me suis fait dire, tu sais, si tu te pratiques assez, plus tu vas les mettre en place, plus tu vas te pratiquer, plus ça va devenir comme une deuxième parole. Mais ça s'est jamais passé, tu sais. Fait que je pensais que c'était moi qui n'étais pas assez bonne, qui n'avais pas assez travaillé, qui était un échec. Fait que je dirais que cette période-là était... J'allais bien, tu sais. J'étais une enfant sociable, qui avait beaucoup d'amis. Mais, ben, à peu près par l'âge de 7 ans, ben... En même temps que j'ai commencé à être consciente de ça, j'ai commencé à le cacher aussi, tu sais. Parce que, justement, je me disais... Ben, le message que je comprenais de tout ça, c'était comme... Le moins tu bégayes, le mieux c'est, tu sais. Parce que je me rends compte qu'on est vraiment dans une société où on a comme des normes de contrôle de soi, tu sais, de contrôler ce qu'on perçoit comme une faiblesse, tu sais. Fait que ouais, jusqu'à l'âge de 22 ans, en fait, c'est l'expérience que j'ai eue, tu sais, de vraiment profondément croire là, que c'est un échec quand on bégaye, puis que... C'est ça, fait que j'avais ces messages-là ancrés en moi, puis c'est drôle parce que maintenant, au doctorat, dans mes études, mon projet porte sur la stigmatisation et l'auto-stigmatisation des personnes qui bégayent. Puis quand j'ai découvert ce concept-là appliqué au bégaiement, entre autres par les recherches de Michael Boyle, pour moi, c'était comme « Oh mon Dieu, mais c'est tellement ça que j'ai vécu! » Puis on dirait de mettre des mots sur ce phénomène-là, c'est libérateur. Tu sais, puis les recherches de Chris Constantino maintenant sur la fierté, sur la beauté dans le bégaiement, je trouve que c'est une belle approche parce que
ça permet de... Tu sais, oui, on dénonce la stigmatisation, mais je trouve que c'est tellement rafraîchissant de proposer autre chose aussi, tu sais. Absolument. Dire oui, on veut pas être stigmatisé. Pourquoi? Parce que c'est pas juste OK de bégayer, mais c'est aussi beau, tu sais. Je trouve que c'est un message vraiment fort. Ouais, que tantôt, tu sais... Ouais. Excuse-moi, je parle même trop. Non, je suis vraiment excitée là-dessus. Non, c'est parfait ce que tu dis. J'étais en train de dire que là, tu es en train de guérir une plaie très ancienne en moi. C'est vraiment... parce que, comme tu dis, véritablement, surtout pas à cet âge-là, on ne traite surtout pas le bégaiement comme une chose... comme tu disais, tu n'affirmais pas. Ben, nous non plus, genre... Je pense que toute jeune personne, je pense, a beaucoup d'insécurité, mais aussi avec un bégaiement. C'était encore plus traité comme un problème, et comme tu as dit, on dirait que le but était de le guérir ou de le faire disparaître, et pas que le but était de s'aimer. Donc je pense que c'était très, très important comme message. Ouais. Je vois que... Ben, je constate que, heureusement, ces années-ci, en tout cas, il semble avoir un changement dans la pratique vraiment. Tu sais, quand on va dans des congrès sur le bégaiement, on voit que les recherches portent sur ça, tu sais. Que les thérapies, que les interventions, que le soutien qu'on offre, ça devrait vraiment être axé sur empowering. Ce mot-là qui n'existe pas en français, mais sur l'empowerment des personnes qui bégayent, tu sais, donc de renforcer la personne dans cette partie de son identité. Parce que, tu sais, bon, il y a tout le débat sur quand c'est des jeunes enfants, là, quand c'est des enfants qui sont au préscolaire, là, ça se peut que le bégaiement parte, peut-être qu'il va partir, peut-être que non, mais tu sais, passé un certain âge, à 7 ans, probablement que le bégaiement sera là pour de bon, tu sais, donc c'est plus bénéfique, à mon avis, puis il y a beaucoup de données probantes sur le sujet de miser sur le renforcement de la personne, puis comment elle, avec les connaissances sur le sujet, comment cette personne-là veut vivre ça, tu sais. Donc, de pas dire voici des techniques et le mieux, c'est de les mettre en place en tout temps, parce que là, ça sous-entend que, bon, je te dis un peu quoi faire, puis, mais plutôt dire, ben, il y a plusieurs façons de faire. C'est quoi tes besoins en ce moment, tu sais? Parce que je peux très bien comprendre que pour une personne plus jeune, pour un adolescent ou une adolescente, tu sais, des techniques pour paraître plus fluide, des fois, tu sais, c'est... Ou j'avais entendu dire... là, je sais que je m'éloigne de ta question, mais... J'adore! Tu sais, parce que c'est beau de prôner l'acceptation puis le renforcement de la personne et tout. Vraiment, je suis 100% pour ça. Puis en même temps, je pense qu'il faut aussi comprendre que là, j'ai mentionné pour les adolescents, par exemple, peut-être, tu sais, il y a des périodes dans la vie où on veut plus être dans le moule, puis des techniques de fluidité à ce moment-là, ça peut être ce qu'on a comme besoin, tu sais. Puis il y a aussi d'autres personnes qui ont des identités plus que le bégaiement qui sont stigmatisés, là. Donc, tu sais, ouais, comme quand t'as plusieurs couches d'identité stigmatisées dans ta vie, des fois, tu peux ressentir le besoin d'en diminuer quelques-unes. Tu sais, fait dans le fond, moi, ce que je déplore, c'est que dans mon expérience, c'est juste ça qu'on m'a offert. Parce qu'à ce moment-là aussi, il y a 20 ans, c'était la norme. Et dans la recherche, comme... Je pense pas que la recherche était avancée au point d'inclure les émotions, puis blablabla. Mais ce que je déplore, c'est que c'est tout ce qu'on m'a offert, tu sais. C'est pas le fait... je ne décris pas le fait que la fluidité faisait partie de l'équation. Ce que je déplore, c'était que c'était le seul élément dans cette équation-là. Exactement. Je sais pas si ça a du sens. Absolument. Ouais.
c'est vrai. Et on parlera plus de la fluidité plus tard parce que c'est très important. Donc, je suis oui, parfait. très heureux que tu l'as mentionné déjà. C'est très bien. Est-ce que tu as trouvé que ces cours d'orthophoniste ou que des consultations t'ont aidé du tout? Ou est-ce que tu as trouvé que justement que cette perspective de il faut régler ça, il faut améliorer ça, est-ce que ça a un peu nui à ton expérience? Certainement les deux, là. Je pense que mes expériences auprès d'orthophonistes à cet âge-là ont certainement renforcé des croyances négatives sur le bégaiement. Puis ont certainement renforcé la croyance que... comment je dirais ça? Ah oui! Des croyances capacitistes, parce que ce que le capacitisme c'est qu'on va toujours... on va penser que ce qui est idéal pour une personne, c'est d'être sans handicap, sans incapacité, d'avoir toutes ses compétences, toutes ses habiletés. Par exemple, on va penser qu'une personne qui est en fauteuil roulant, ce qu'on lui souhaite, c'est comme, si un jour elle pouvait se lever de son fauteuil et marcher sur ses jambes. Tu sais, c'est ça qu'on souhaite à la personne. Puis ça, c'est capacitiste de faire ça, tu sais, parce que c'est comme de dire, la personne a quelque chose en moins, alors que être en fauteuil, ça comporte assurément son lot de difficultés dans la vie, tu sais. Je ne nie pas ça du tout, puis je veux pas parler à la place de ces gens-là. Mais si c'est si difficile, je pense, parce que dans notre environnement, il n'y a pas assez de rampes ou de trottoirs sur lesquels c'est plaisant d'être en fauteuil, tu sais. Fait que c'est pas en soi que c'est négatif d'avoir un handicap ou une incapacité, tu sais, mais notre environnement puis notre société a la responsabilité d'accueillir chaque personne qui la compose, tu sais. Fait que là, je sens que je m'éloigne un peu, mais dans le fond, un peu comme pour le bégaiement, tu sais, c'est plus facile bégayer puis être vulnérable dans une société qui accueille ça, qui est moins pressée, qui a pas des croyances normatives sur la façon de bien parler, mais c'est quelqu'un qui articule bien, qui bégaye pas, tu sais, comme... Donc, pour revenir aux consultations, aux orthophonistes que j'ai consultés enfants, mais je pense que ces expériences-là, ces thérapies-là, ont renforcé des croyances que je suis inadéquate parce que, justement, j'arrive pas à mettre en place les stratégies puis à être en contrôle tout le temps. Ma mère m'a dit récemment que l'orthophoniste a dit, quand j'étais petite, bon, être un peu plus vieille maintenant, probablement que le bégaiement partira pas, mais elle sera en mesure de le contrôler en tout temps, tu sais. Fait que tout ça, ça sous-entend, mais comme... parce que c'est ça qu'on veut, tu sais. Mais je me réjouis maintenant vraiment de voir que les connaissances scientifiques sur le bégaiement, puis les approches changent, puis que de plus en plus, on est vraiment vers un modèle d'inclusion, de diversité, de richesse, d'empowerment. Ouais, ça me réjouit beaucoup, là. Moi aussi. On a parlé tout à l'heure de l'expérience d'être linguiste qui bégaye et puis les croyances même d'être inadéquat dans ce qu'on fait. Donc c'est vrai que ça change. Je dirais que c'est assez récent le changement. Je suis d'accord avec toi que c'est récent, mais on est sur la bonne voie. Donc c'est ça que je me dis tout le temps. Il s'améliore.
j'ai assisté à une conférence d'une orthophoniste de l'Université d'Ottawa, Caroline Bredesen, que j'apprécie beaucoup si elle nous écoute. Allô, Caroline? J'espère que tu vas bien. Et elle s'est inspirée d'un cours de langue seconde pour enfants. Et dans ce cours-là, il y avait ce qu'on appelle un passeport linguistique. Le passeport contenait plusieurs situations ou des défis que l'enfant se donnait. Par exemple, aller commander dans un restaurant, demander un conseil à quelqu'un dans une boutique, me présenter à un nouvel ami, tu sais, tout ça. Puis là, l'enfant pouvait remplir son passeport avec ses impressions, blablabla. Puis elle s'est inspirée de ça pour des enfants qui bégaient. Donc, c'était... ça s'appelait le passeport de prise de risque linguistique. J'adore. Fait, pour les enfants qui bégaient, elle a importé ce concept-là dans son groupe. Donc, les enfants avaient leur passeport de prise de risque pour exactement les mêmes situations. C'est tellement beau, je trouve. Ouais. Fait que quand tu disais qu'il y a des parallèles entre l'expérience d'une personne qui parle plus d'une langue, qui apprend une nouvelle langue, qui s'expose dans des situations avec la nouvelle langue qu'elle maîtrise pas, mais il y a beaucoup de parallèles à faire avec quand on bégaye. Comme je disais plus tôt, j'étais tombée sur un article de la CBC. Je suis tombée sur cet article-là pas plus tard que cet après-midi. Puis l'article était sur une personne qui vit à Montréal, mais qui vient d'un autre pays ou d'une autre province, je suis plus certaine. Puis la personne disait, j'ai appris à parler français parce que j'étais à Montréal, alors que j'aurais pu ne pas le faire, tu sais. Puis ça m'a beaucoup appris sur la vulnérabilité, sur la prise de risque. Puis elle disait, tu sais, c'est quelque chose quand même d'aller dans un café, commander. Je sentais que les gens étaient impatients, que parler français, c'était plus difficile, non seulement pour moi, mais pour les autres aussi, c'était plus long. Je sentais que les gens me jugeaient, puis on m'a déjà dit « Ah, mais t'as juste à le dire en anglais, ça sera plus simple, tu sais. Fait que ce qu'elle disait, dans le fond, c'est ça, que c'était une expérience que des situations si banales de la vie se transforment en prise de risque puis en vulnérabilité, tu sais, puis je me reconnaissais tellement dans ça, mais pas pour la langue, pour le bégaiement, là. En fait, ça me fait penser aussi je parlais à quelqu'un qui est unilingue anglophone, puis il me disait « Ah, ça doit être quelque chose, hein, de bégayer dans une langue qui est pas la tienne. » Parce que des fois, je suis comme « Mais comment je prononce ça? » Puis là, je veux le prononcer, mais je sens que je vais bégayer. Fait que, tu sais, il y a comme deux couches. Absolument. C'est spécial, hein? Puis je sais que tu vis ça aussi, là. C'était marrant aussi parce que je suis très bavarde. Donc j'avais tout ça. Moi aussi! Voilà, donc on était bavards, on était bilingues ou autre, et puis on bégayait. Puis on avait tout ça qui travaillait. Et puis la personne qui reçoit la communication est juste... Je sais pas que la personne... mais même, pas pour raconter l'histoire de l'autrui, mais j'ai déjà rencontré des personnes qui bégayaient, qui m'ont dit qu'ils auraient tellement apprécié apprendre le français à l'école, mais que leurs parents ou leurs enseignants, et je sais que tu sais où je vais aller avec ça, qu'ils ont pensé que ce serait une meilleure idée de ne pas leur mettre cette pression-là et qu'il fallait les enlever des cours de français parce qu'ils ne maîtrisaient pas l'anglais. Dieu merci pour mes parents, hein, ils m'ont dit bah non, tu t'exprimais très très bien, tu parlais, on n'arrivait pas à te faire taire, quoi. Donc ils savaient que j'allais apprendre. Mais c'est ça.
Je trouve ça beau parce que tu contribues à déconstruire l'image de l'enfant qui bégaye puis qui est timide. Toi, au contraire, c'est quoi? Je bégaye, blablabla! Absolument. C'est super beau, tu sais. Mais ça, je dois ça à mes parents. Donc, je ne peux pas prendre l'accolade pour ça. C'est tout eux. Mais je pense que ça fait partie de ta personnalité et de toi aussi. Oh, c'est beau, merci. Je ça avec moi. Ben, peut-être que c'est dans votre génétique, tu sais. La personnalité, c'est beaucoup influencé par la génétique. Sûrement que tes parents aussi sont un peu comme ça. Bref, je vois beaucoup de beaux liens dans votre famille. J'adore. Je te connais pas beaucoup, mais je sens aussi que ça clique. Bien sûr, ouais. On pourrait bien continuer ces discussions après l'entrevue. Clairement, donc je remercie Some Stutter là de nous avoir, d'avoir permis cette discussion parce que clairement, tisser des liens entre des personnes qui bégayent, c'est déjà compliqué, je dirais. La première fois que j'ai rencontré quelqu'un qui bégayait, j'avais 17 ans, donc presque une adulte. Donc là que je suis adulte, et j'ai aussi apprécié que tu as mentionné que tu étais adulte qui bégaye, parce que souvent, le soutien qui est disponible, c'est uniquement pour des enfants, et ça peut être infantalisant, c'est un mot en français? Infantilizing? Oui, c'est infantilisant. Ok, ouais. Merci, infantilisant. Voilà. Ouais, mais il y a... Avec mes connaissances... Bien sûr, c'est académique! Avec mes connaissances en orthophonie, maintenant, je me rends compte que c'est pas juste les personnes qui bégayent, tu sais, qui sentent qu'on peut pas comme être adulte puis bégayer, que les gens pensent toujours que ça concerne que les enfants. Il y a beaucoup d'autres conditions que c'est comme ça, comme... Il y a des personnes qui ont un trouble du langage, par exemple, qui est une difficulté à... En fait, on pourrait décrire ça comme quand on a un trouble du langage, c'est comme si on n'a pas de langue maternelle. On cherche souvent ces mots, on a de la difficulté à... Ben, je veux dire, on a sa langue qu'on a appris enfant, mais on a de la difficulté à trouver les mots, formuler des phrases. C'est puissant. Puis les gens qui ont cette expérience-là comparent ça à apprendre une autre langue, mais en tout temps, tu sais. Wow. Puis bref, souvent, on pense que le trouble du langage, ça ne concerne que les enfants, tu sais. Ouais. Puis les adultes qui ont ça vont vivre beaucoup d'expériences similaires aux personnes qui bégayent, c'est-à-dire des fois vont faire semblant que c'est pas ça, dans le fond, qui se passe quand ça arrive, tu sais. C'est ça. Puis je trouve que c'est rassurant, en quelque part, comme adulte qui bégaye, de savoir qu'il y a d'autres conditions que le bégaiement qui emmènent des défis similaires. Je me suis dit l'autre jour que je suis heureux que mon bégaiement ait survécu. Parce que j'avais peur un peu de le perdre. Et une fois, et aussi souvent, des personnes qui bégayent, on me demande est-ce que tu bégayes? Parce que c'est pas aussi prévalent que ça. Alors que quand j'étais jeune. Non, c'est tout à fait logique. Et puis je veux que les personnes sachent que je bégaye parce que j'en suis très très fière. Alors que quand j'étais petite, c'était atroce quand j'étais petite. Donc là, je suis très très fière. Mais j'ai presque fini par pas me reconnaître du tout avec le bégaiement parce que c'était à cause de ça que j'ai pas pu faire d'amis, pas pu faire de vrais liens. Alors que là, en tant qu'adulte, je suis là, mais on bégaye, bah c'est bien, genre ça va, genre. Et puis on a vraiment de quoi à parler. La discussion est partie. Mais comme tu parlais aussi de sentir inadéquat par rapport aux consultations avec des orthophonistes, j'avais l'impression quand j'étais petite avec mon cerveau d'enfant à l'époque que je n'ai jamais entendu d'adultes bégayer parce que
quand on est adulte, Ouais. on arrive à faire partie, on arrive à guérir le bégaiement. Puis eux, ils ont réussi à maîtriser les techniques. Et puis moi, je suis toujours là. Donc, c'est vrai qu'il faut déstigmatiser tout ça. Ouais, je sais pas si ça t'a fait ça, toi, enfant, mais quand j'étais enfant, j'avais donc ben hâte d'être grande Ouais. puis adulte parce que je bégayerais plus. Ouais, tellement. Mais tellement. Puis à partir de ce moment-là, ma vie irait tellement mieux. Tu sais. Yeah. Mais là, Ouais. tu peux voir, je le vois objectivement de toi, et je le vois même pour moi, qui est bizarre, que ma vie, je n'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui si je n'ai jamais bégayé. Hmm. Ouais, C'est je très important au m'identifie puis je final. me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Ouais, c'est... Yeah. Alors Ouais. que moi, à 7 ans, je m'aurais jamais dit ça. Ben non, mais c'est ça, mais je me demande si enfant, si on avait eu les connaissances sur... tu sais, si on avait eu des modèles d'adultes qui bégaient, Mhm. puis qui sont bien, puis justement, ben ça me fait penser à la représentativité du bégaiement dans les médias, dans les films, puis pas juste du bégaiement, mais des handicaps et des incapacités de tout ça. Mhm. Si on avait grandi avec cette idée-là, tu sais, je serais curieuse de savoir comment ça leur... Ben, est-ce que les impacts négatifs du bégaiement à cet âge-là auraient été aussi grands? Tu sais? Mhm. Je pense que logiquement, non. Il aurait été moins important. Il aurait certainement quand même été là, parce que, tu sais, même dans un monde où le bégaiement c'est mieux représenté, puis où la diversité est plus grande, puis on est ouvert à toutes sortes de choses, pas juste au bégaiement, mais Mhm. bref, comme j'ai dit plutôt à plein d'autres choses. Tu sais, je pense que ça serait quand même difficile, mais ça aurait certainement été différent et mieux, je pense. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Donc, Puis c'est justement le thème cette année. Ben, comme tu le sais, là, c'est le thème de la... depuis le 22 octobre dernier, c'est le thème de la International Stuttering Awareness Day, la Fabuleux. représentation dans les Fabuleux. médias. Puis ça va être le thème cette année aussi, là. excellent. Ouais. Il y a la campagne de Stama aussi, que Ok. tu connais probablement. Leur campagne No Diversity Without Disfluency. Oh, wow. Ouais, J'adore. sur le site de stama.org, c'est accessible. Puis à l'ABC, à l'Association Bégaiement Communication, on a traduit la campagne. Donc, ça s'appelle Pas de diversité sans dysfluidité. Puis on invite les gens à nous envoyer des vidéos, du contenu, des textes, des poèmes, une peinture, je sais pas quoi, sur le thème de la représentation dans les médias. Puis, ouais, moi, je pense en partie que c'est la clé pour habituer les gens, tu sais, pour changer le paradigme de la normativité, tu sais. Donc, une fois que tu sois devenu adulte et que tu es devenu adulte qui bégayait, comment est-ce que tu es allé de là à créer ton podcast? Oh! C'est une excellente question. J'adore. Merci. Ouais, donc comment je suis passée de l'adolescente jeune adulte qui le cachait, qui avait beaucoup d'auto-stigmatisation et de stigmatisation, à, ouais, la personne que je suis aujourd'hui. OK, je vais tenter de répondre brièvement. Dans le fond, j'ai caché le bégaiement vraiment intensément jusqu'à l'âge de 22 ans. À 22 ans, il y a eu un point tournant dans ma vie. J'ai décidé d'aller étudier aux Pays-Bas, en Hollande, pendant 1 an. J'étudiais en littérature à cette époque. Un autre de nos points communs. Puis, c'est ça. Fait que j'ai décidé de partir là-bas en me disant que j'allais parler en anglais parce que, oui, c'est aux Pays-Bas, mais les cours étaient en anglais. Puis qu'en anglais, je bégayais beaucoup moins, puis que j'allais pouvoir continuer à le cacher, puis que
de toute façon, sûrement que les cours, ça serait juste le prof qui parle, puis t'écoutes, puis tu prends des notes, tu sais. Ouais. Fait que là, je suis partie là-bas. Mais dès la première semaine, j'ai réalisé que, dans l'ensemble de mes cours, c'était des séminaires où on devait faire des présentations, intervenir, participer activement, tu sais. Je me suis rendu compte aussi, après 1, 2, 3 semaines, que l'anglais devenait ma langue au quotidien. Et je me suis mis à bégayer autant en anglais qu'en français. Mais là, le hic, c'est qu'en français, j'avais comme 1 milliard de mots pour changer de mots tout le temps. Puis en anglais, mais je pouvais pas, parce que, tu sais, oui, j'étais bilingue, mais pas au point d'avoir plein de mots pour un même concept ou de reformuler la phrase rapidement, tu sais. Fait que là, je me rendais compte que comme mon bégaiement paraissait beaucoup plus parce que, ben justement, je bégayais autant, mais je pouvais plus le cacher, tu sais. Puis là, tu sais, je cachais tellement là, que j'ai eu la pensée sérieusement, là, j'ai eu la pensée, OK, ben les choix qui s'offrent à moi maintenant, c'est comme rentrer au Québec chez moi pour continuer à le cacher parce que là, j'arrive plus ici, puis tout le monde va voir que je bégaye, puis c'est comme trop honteux. Ou je reste ici, puis comme... Je reste ici, puis je le montre, puis c'est ça. Mais dans ma tête, c'était même pas tout le monde va savoir que je bégaye, puis c'est honteux. C'était juste comme honte, 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 honte. Genre, tu peux juste pas faire ça, c'est impensable, tu sais. Puis là, c'est la première fois dans ma vie que le cacher, ça me coûtait aussi cher, dans le sens que pour éviter, ben là, fallait que je retourne chez nous. J'avais passé plusieurs mois à travailler intensément pour économiser, pour aller là-bas. Là, tout ça tomberait à l'eau, tu sais. Ça impliquerait de mentir à ma famille puis de dire « Ah, ben, je suis revenue parce que vous me manquez trop. » Voilà. Fait que là, je suis « Oh mon Dieu, je peux pas, comme... » mettre une croix sur ce rêve-là que j'ai passé tant de temps à préparer, à planifier, puis à économiser pour ça, juste pour le bégaiement, tu sais, c'est niaiseux. Ben pas que c'est niaiseux, mais je veux dire, là, c'est trop, tu sais. Fait que là, je me suis dit, OK, je reste, mais faut que je fasse quelque chose, tu sais. Fait que là, je me suis dit, je vais aller chercher de l'aide. Puis là, le premier réflexe que j'ai eu, mais c'est je vais aller chercher de l'aide pour plus bégayer, tu sais. Fait que j'ai comme fait des recherches sur YouTube, j'ai acheté un livre de... je sais plus trop qui donnait plein de stratégies sur le bégaiement, mais la personne n'était même pas orthophoniste, là, tu sais. C'est ça. Là, j'essayais de mettre en pratique, mais comme tout le temps, depuis toujours, ben comme je me pratiquais toute seule, ça marchait. Après ça, j'allais dans la vraie vie, ça marchait plus, tu sais. Là, je me suis dit, OK, mais je vais aussi m'informer sur Internet, s'il y a d'autres choses. Puis là, je suis tombée sur le livre de Daniele Rossi, Stuttering is Cool, que tu connais peut-être. Ouais. Ce livre-là, ça a changé ma vie, là. Je me souviens, j'étais dans ma chambre là-bas, je vivais dans une résidence, puis j'ai lu le livre tellement rapidement, puis à plusieurs reprises, je pleurais, comme j'étais vraiment émue, tu sais, c'était la première fois que j'avais accès au message que tu peux juste bégayer, tu sais, que c'est correct, puis même qu'il y a des bons côtés, puis tout, puis j'étais, oh mon Dieu, tu sais, j'avais jamais... C'était comme une révélation pour moi, là, tu sais. Puis même, c'était un outil pour parler du bégaiement avec d'autres personnes dans ma résidence. Je me souviens, j'étais amie avec quelqu'un dans la résidence, puis j'ai montré « Hey, check, même les numéros de page ont du bégaiement dedans », puis comme la personne a trouvé ça tellement cute, tu sais. C'était comme une façon de parler du bégaiement par le livre, tu sais, pas juste moi qui parle de mon bégaiement, mais comme un outil, un livre qui existe, tu sais. Ouais. Puis j'ai fini par le traduire, ce livre-là, en français, quelques années plus tard. Bégayer, c'est cool. Conseil pour survivre dans un monde pressé. Ouais! J'adore. Non, c'est bien. Puis c'est aux Pays-Bas aussi que j'ai tellement cherché de ressources, là. Je suis tombée sur un groupe de soutien aux Pays-Bas. Oh, wow! Dans la ville où j'habitais, à Groningue, dans le nord. Fait que là, je suis allée dans un groupe de soutien à plusieurs reprises, puis comme c'était des
néerlandais, tu sais, puis... Fait que là, toute la rencontre... la rencontre, ça commençait toujours par genre une présentation d'1 heure. Puis là, il me demandait chaque fois si je voulais pas qu'il la fasse en anglais, mais j'étais comme, ben là, non, là, tu sais. Fait je regardais une présentation que je comprenais pas, mais c'était fun de juste voir du monde bégayer, tu sais. Puis là, la 2e heure, c'était... En fait, c'est dans un café-bar, fait que tu pouvais prendre une bière puis jaser. Puis c'est là que j'ai vu du monde... Ben, en fait, c'est quasiment là j'ai rencontré des gens qui bégayaient pour la première fois, puis c'était tout du monde super cool. Ouais! Tu sais, c'était comme... Je me souviens, le premier soir, j'ai parlé à un gars, il était full grand, vraiment gentil. Il parlait, puis il bégayait vraiment comme librement, tu sais. Je me souviens comme... Je l'ai trouvé cute, tu sais. Puis là, j'étais là, mon Dieu, comme... Le monde est dans main... Comme, tu sais, on peut être cool, puis bégayer en même temps, puis genre, les deux vont ensemble, c'était tellement... Ah, c'était révélateur. Là. J'ai aussi consulté une psychologue quand j'étais là-bas parce qu'à l'université, j'avais accès à ça, puis elle connaissait rien au bégaiement du tout, mais ça m'a aidé quand même, tu sais, elle était très ouverte. Elle m'a parlé du McGuire Show, qui est aux Pays-Bas, là, c'est un show de télé-réalité sur des personnes qui bégayent avec la méthode Maguire ou McGuire, je suis plus sûre. Bref, c'est mais à cette époque-là, j'étais tellement comme avide de enfin en parler, puis de connaissances, puis tout, puis je me souviens que j'avais trouvé que cette émission-là était cool, mais tu sais, au final, quand j'y pense, ben, maintenant, quelques années plus tard, c'est un peu... je suis pas dans cette école de pensée-là. C'est une émission, bref, où... tu suis 3 personnes qui bégayent, beaucoup, puis là, au début, tu vois comment ça les empêche de travailler, blablabla. Puis là, ils font la thérapie Maguire, genre pendant quelques semaines, blablabla, puis là, à la fin, ils donnent un speech devant leur famille avec la technique de respiration, genre. Puis je me souviens que j'avais trouvé ça cool, tu sais. À cette époque-là, j'étais comme « Wow, il y a une émission sur le bégaiement! » Tu sais, là, je serais comme « Bah, OK, il y a une émission, mais j'aime pas trop ce qu'ils disent. » C'est vrai. Mais, bref, fait que tout ça pour dire, ouais, c'est vraiment cette année-là qui a été un gros point tournant. Puis c'est de là que, on dirait, tout le reste a suivi, là. Quand je suis revenue au Québec, mais là, j'étais plus capable de le cacher. C'est comme mon cerveau, genre, fait un tour complet. Mais à ce jour, je suis plus capable de le cacher, même si je le voulais, là, tu sais. Fait que je me souviens, je suis revenue au Québec, puis j'ai comme eu un moment avec mes amis où j'étais genre, ben là, vous saviez pas trop que je bégayais, mais genre, dans le fond, je bégayais, puis je me souviens qu'il y a eu comme des réactions de « Hein, mais là, comment ça? » Mais tellement, c'est vrai. Ouais, tu sais... Fait que c'est carrément comme si je suis sortie du placard, tu sais, vraiment. J'en ai parlé à ma famille, mais ma famille était comme, ben, on le sait, mais j'étais, ben, OK, mais ça va paraître plus, tu sais. J'adore. Fait qu'on dirait que tout ça, ça m'a permis de m'affirmer vraiment. Après ça, j'ai commencé à m'impliquer à l'association Bégaiement Communication comme bénévole. Là, j'ai un poste... rémunérée depuis fin 2019. Mais tu sais, c'est graduel, là, comme je te disais plutôt hors onde. J'ai quand même fait le choix de devenir traductrice, même après tout ça, avec comme arrière-pensée, ben mon bégaiement dérangera pas personne. Mon bégaiement dérangera pas mon patron, ma patronne ou les clients. Tu sais, c'est comme graduel. Tu sais, là, aux Pays-Bas en 2014, il y a comme eu un changement assez gros, mais après ça, je suis revenue au pays. Quelques années plus tard, j'ai décidé de faire des études qui finalement me correspondaient pas par peur de montrer mon bégaiement. Puis après ça, en me rendant compte que travailler dans une job que je... tu sais, qui me dérangeait pas, mais qui me passionnait pas, c'était pas assez pour moi. D'où l'idée, finalement, de, ben, peut-être qu'orthophoniste, tu sais, c'était mon rêve comme enfant, là, c'était mon rêve, mais j'ai toujours pensé qu'une orthophoniste qui bégayait, mon Dieu. Mais bon, je suis allée dans des congrès sur le bégaiement, puis entre autres, j'ai assisté à un panel d'orthophonistes qui bégaient.
Là, j'étais là, mais là! Puis que ça paraît, tu sais, parce qu'il y a des orthophonistes qui vont dire, je bégaye, mais je le contrôle vraiment. Mais tu sais, ben, puis c'est bien correct pour eux et elles, là, vraiment. Ouais. Mais je m'identifiais pas à ça, tu sais. Moi, C'est j'étais comme, mais je peux pas, je veux pas faire ça. Puis c'est comme, ça serait trop de pression. Ah! Tu sais. Fait que quand j'ai assisté à ce panel-là d'orthophonistes qui bégayaient, puis ça paraît, là, j'étais comme, intéressant. Ouais. Ça serait pas impossible, tu sais. Oh, j'adore. Fait que, c'est ça. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, je suis pas bien dans mon travail, pourquoi je serais pas orthophoniste? Puis là, il y a beaucoup beaucoup. Il y a quelques orthophonistes qui m'ont encouragée à le faire et je remercie chacune d'elles parce que j'y croyais pas. Même, il y a bien des fois où j'ai douté de moi, mais je pense que tout le monde doute de soi dans ce domaine. Puis que c'est sain. Ben, peut-être pas à mon niveau, là, mais... Fait que j'espère que ça répond à ta question. Oui, c'est justement. Le cheminement, grosso modo, là. Ouais. Et aussi la réception du podcast, parce que je me souviens, tu disais dans une autre entrevue que l'idée avec ta collègue, c'était juste de faire 11 épisodes, 10 ou 11, et puis si c'était tout, c'était bien. Mais là, vous en avez 700 épisodes et ça continue et que vous avez... 700, non. À ce jour, on a comme 26 OK! épisodes. Je ne sais pas où j'ai entendu le numéro 700. Désolée. C'est... je pense que c'est dans Stutter Talk. C'est ça. Qui est, ouais, eux, Ok. ils sont rendus... On va couper, alors? non! C'est sûr? Non, c'est pas grave! Ok. Ben non, moi, ça me dérange pas. Ok. C'est naturel. Ok. Puis c'est riche, comme on dit. Ouais, voilà. Ouais, eux, ils sont rendus... LE, je voulais dire LE, je trouve ce mot. LE sont rendus à 700 épisodes et plus. Fabuleux. 703, 704 peut-être. C'est fou, hein? Mais nous, on fait comme un épisode par mois, là, fait que ça prendrait genre des années. Ouais. J'aimerais aussi commenter sur quelque chose que tu as dit, sur le fait de aimer entendre des gens qui bégayent, sur tout niveau. Et nous avons des auditeurs et auditrices qui parlent français ou qui comprennent le français. Et j'ai toujours envie que les personnes sachent que vous bégayez très très subtilement ou que c'est un bégaiement fort, que vous faites toujours pas partie de la communauté, si vous le souhaitez. Et que c'est important aussi que des personnes aussi qui veulent pas partager leur bégaiement parce que ils pensent que c'est pas assez prominent pour que les personnes veulent en parler ou ne pas être reconnues dans la communauté. Et même moi, j'avais dit tout à l'heure, je veux que les personnes sachent que je bégaye parce que je ne veux pas passer inaperçu, ça je veux pas. Donc c'est vraiment ça peut être compliqué de faire parler, excuse le jeu de mots, de faire parler les personnes sur ce sujet parce qu'ils se jugent, on s'auto-juge. Donc c'est compliqué de faire sentir que vous bégayez suffisamment pour être considéré quelqu'un qui bégaye. Oui, ouais. C'est très intéressant. D'accord, vraiment. Yeah. Ouais, puis chaque différents niveaux de bégaiement apportent des défis différents aussi. Tu sais, il y a des personnes qui bégayent très peu, qui redoutent le moment où ça va paraître parce que ton interlocutrice n'a aucun indice, tu sais. Donc, le potentiel de surprendre est plus grand, souvent. Tu sais, il y a des fois, moi, où genre, je sens qu'au début d'une conversation avec une personne que je connais peu, ça paraîtra pas trop. Fait que là, je mets du bégaiement volontaire pour comme... Oui, moi aussi! Gradually... tu sais, pour habituer la personne. C'est marrant! Oh, c'est drôle! Puis là, si je suis... en fait, ça m'est arrivé récemment. J'étais allée acheter du vin à la SAQ, qui est l'équivalent des liquor store ailleurs. Là. Puis là, je demande de l'aide à un commis. Puis là, on se met à jaser. Fait qu'on jase ensemble pendant comme 5 minutes, tu sais.
Mais je bégayais pas, tu sais. Puis là, dans ma tête, je suis comme, ah, j'ai peur que, genre, il y a un moment qui sorte, puis là, ça cause la surprise, puis j'avais peur que... Je sais pas comme, c'est niaiseux, mais j'avais peur qu'il me demande mon nom, mettons. Ouais. Puis que ça ressorte vraiment. Puis quand je suis ressortie de notre interaction, j'étais comme, ouf! Puis là, je me suis dit, hey, wow, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas eu comme, tu sais, un stress de même avec le bégaiement, puis... Bref, ça... C'est vrai. C'est vrai. Ouais, ça arrive tout le temps. Ouais. Tu me demandais la réceptivité du podcast, de Je suis un podcast. Ouais, ben justement, ben c'est une question que j'aime beaucoup quand j'ai lu dans la liste de questions. J'étais comme, on a eu beaucoup de bons commentaires à la sortie de Je suis un podcast et encore à ce jour. Puis on s'attendait pas à ça. Ben en fait, on s'attendait à rien pour tout. On n'avait juste pas pensé. Mais il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit « Enfin, un podcast en français. Ça me fait du bien d'entendre des voix bègues. Ça me fait... Ça m'aide à accepter mon bégaiement. » Il y a quelqu'un qui nous a écrit, ça fait drôle à dire, mais ça me donne de la fierté. Il y a des orthophonistes qui nous disent c'est super que ça soit en français, on peut les partager aux gens qu'on accompagne, tu sais. Fait qu'on a comme eu vraiment de bons commentaires. Puis là, ça a donné lieu à un projet de recherche sur le podcast. Parce qu'on s'est dit, mais le fait que les gens disent « Enfin, c'est en français, non, non, non », on s'est questionné, tu sais, à quel point le fait que ça soit en français, ça leur a donné accès à une information sur le bégaiement qu'il n'y aurait pas eu autrement. Donc, on s'est lancé dans un projet de recherche parce que il y avait en mai dernier le Congrès international sur le bégaiement et le bredouillement à Montréal. En fait, je ne l'ai pas dit, j'aurais dû nommer, mais je co-anime Je suis un podcast avec une orthophoniste québécoise qui s'appelle Judith Labonté. Et Judith et moi, mais en fait, c'est elle qui a eu l'idée de Je suis un podcast, donc merci Judith. C'est elle qui est arrivée et qui était comme faut qu'on fasse un podcast, Geneviève! J'adore. Bref, donc elle et moi, quand on a su que le congrès allait avoir lieu, on a décidé de soumettre une présentation sur le podcast, le fait que ça soit en français et tout. Puis on a décidé, en fait, on a demandé l'aide de la personne, de la professeure qui allait devenir ma superviseure au doctorat, qui s'appelle Ingrid Verdocht. Puis on était comme, on aimerait ça faire cette recherche-là, ce projet-là, est-ce que ça t'intéresse? Puis ça l'intéressait beaucoup, parce qu'elle est beaucoup dans des projets de transfert des connaissances. Et il y a une de ces étudiantes qui s'est affiliée à notre équipe. Donc, notre équipe a décidé de faire ce projet. Puis on a présenté les résultats de notre étude au congrès. On va soumettre un article scientifique sur notre recherche qui, on se croise les doigts, va être accepté. Puis bref, ce que nos recherches ont montré, c'est que le fait que le podcast soit en français, en fait, c'est clair et net, là, puis c'est évident que ça augmente l'accessibilité, mais non seulement en termes de connaissance de la langue, mais aussi de comment les gens se sentent plus proches de nous, plus proches de ce qu'on dit, sentent qu'ils s'identifient plus à ce qu'on partage, aux situations. Par exemple, j'ai bégayé quand j'ai commandé au Tim Hortons, tu sais. Comme c'est pas pareil qu'ailleurs. Puis ce que nos recherches montrent, c'est ça, c'est que la plupart des gens sont bilingues, donc parlent aussi en anglais, tu sais, mais ne savaient pas qu'il y avait des podcasts en anglais sur le bégaiement.
ceux qui savaient que ça existait ne les écoutaient pas vraiment. Donc, on voit vraiment que le fait que ça soit en français, c'est comme ça. J'ai l'impression, en tout cas, que ce qui ressort de notre recherche, c'est que ça ouvre la porte vers une communauté qui existe déjà dans d'autres langues. C'est ça. Mais que parce que le contenu n'était pas en français, ben les gens connaissaient pas ça, tu sais. Puis il y a des orthophonistes. En fait, ce qui est ressorti de notre recherche aussi, parce qu'on a sondé des personnes qui bégaient et des orthophonistes. Puis ce que les orthophonistes disent, entre autres, c'est que parce que c'est en français, ils peuvent recommander ça aux personnes qu'elles et ils accompagnent, tu sais. Puis qu'il y avait beaucoup d'orthophonistes qui avaient... Ben, il y avait plus de gens dans les orthophonistes que dans les personnes qui bégaient, qui savaient que les podcasts en anglais, ça existait. Mais parce que c'était en anglais, ben, ils ne le recommandaient pas à leurs clients et clientes. Ce que je comprends vraiment, tu sais, il y a comme... Est-ce que tu es bilingue? Est-ce que tu sais... C'est ça. Bref, fait que c'est vraiment important de créer du contenu, puis la réception de notre podcast, ben ça ressemble pas mal à ça, tu sais, que les gens étaient contents et contentes qu'il y ait du contenu sur le bégaiement en français. J'adore. Ouais, je suis tellement heureuse d'entendre ça, parce que c'est vrai que les informations, bien qu'elles soient disponibles en anglais, ça n'a pas le même punch, tu vois. J'ai l'impression que les nuances émotionnelles viennent mieux de la langue maternelle. Donc même de raconter ton histoire avec Some Stutter là, alors que tu pourrais très très facilement la raconter en anglais. C'est juste que je pense que ça te libère un peu, ça te libère un peu pour que tu puisses vraiment parler et de le revivre avec tes propres mots. Donc j'ai l'impression que c'est pareil, comme tu dis, quand on est proche au produit, disons le podcast, parce que ce sont des personnes d'expression française qui racontent une histoire et puis peuvent se reconnaître. Donc je trouve que c'est très très beau. Oui, puis il y a des liens à faire aussi avec les... non, je pense que je m'embarquerai pas là-dedans parce que ça fait... Excuse-moi. Non, pas de souci du tout. J'allais parler de complètement autre chose. Non, ben en fait, peut-être c'est du bon contenu, je sais pas. Mais des fois, j'ai de la misère à m'arrêter. Moi aussi. On dit que c'est drôle parce que... Pardon, vas-y. Ben, non, c'est pas grave. Mais c'est drôle parce que Paul était comme « Ouais, on essaie de faire ça plus court, ça fait genre 2 heures qu'on parle. » C'est vrai. Je dis, dans la domaine de recherche, on dit toujours que le but, c'est de faire oublier aux participants, à la participante, où elle soit enregistrée. Alors que malheureusement, j'oublie vraiment. Je fais trop bien mon taf. Purée, zut. OK, ben je pense que je vais dire ce que j'allais dire parce que c'est quand même intéressant. Peut-être que vous ne me garderez pas. Oui, puis en plus, ce qu'on a... Ben, il y a des liens dans notre recherche qu'on pose, qu'on voit qui ressort, puis qu'il y a notamment la théorie d'auto-efficacité. Puis ça, c'est quand on pense qu'on n'est pas... Ben là, je paraphrase vraiment, OK? C'est vraiment dit en termes simples parce que... Bref. Ben, parce que je suis fatiguée, puis... En tout cas... ce que la théorie d'auto-efficacité dit, en termes simples, c'est que lorsqu'on se croit pas capable de faire quelque chose, par exemple, pour une personne qui bégaye, penser que c'est impensable de faire un podcast quand on bégaye, mettons. Mais quand on voit quelqu'un à qui on s'identifie beaucoup faire cette chose-là, là, ça nous renforce à le faire nous-mêmes, tu sais, parce qu'on se dit « Ah, mais si cette personne-là le fait, je peux. » Fait que, tu sais, de voir une personne qui bégaye faire un podcast, ben là, la personne peut se dire « Ah, mais la personne, comme son bégaiement paraît, tu sais, puis plus tu t'identifies à la personne, plus c'est efficace. » Puis, on a plusieurs identités comme humains et humaines, tu sais. On est, ben, toi et moi, on est des personnes qui bégayent.
on est aussi des linguistes. Ben, Ouais. t'es une personne... Ouais, tu sais. Fait que je veux dire, on n'a pas juste le bégaiement comme identité, tu sais. Mettons, moi, je me considère comme une francophone, comme une québécoise, bon, comme une femme, nanana. Fait que, tu sais, Ouais. voir, mettons, quelqu'un qui bégaie, mais qui partage moins d'autres identités, mais c'est comme, selon cette théorie-là, ça serait moins efficace, tu sais. Tandis que, mettons, voir une femme francophone qui bégaie au Québec, ben là, je vais être comme « Oh mon Dieu! » tu sais. Là, c'est comme... Je vais m'identifier à cette personne-là puis me dire, ben si elle le fait, moi aussi Ouais. je peux. Tu sais, je sais pas si tu me suis. Si. Ouais. Fait que d'où l'importance de créer du contenu en français parce que, ben, ce qu'on fait ressortir dans notre recherche, c'est ça, tu sais, que se reconnaître plus, c'est pas juste pour le fun, ça a aussi comme des vertus thérapeutiques, genre. Bien sûr. Ouais. Et aussi, ça répond très très bien à la question de quels sont les défis et les besoins de soutien pour la communauté francophone de personnes qui bégayent. Donc, l'accessibilité. Créer du contenu en Ouais, français. créer du contenu. Ouais! On souligne ça, on le met en italique, c'est vrai. Ouais! C'est de vous faire entendre, de se faire entendre. C'est très important. Donc, Ouais! c'est vrai. Donc, comment pourraient les organisations telles que Some Stutter Law et le NLSA, Newfoundland Stuttering Association, comment est-ce qu'on peut soutenir les francophones qui bégayent? Ben, je vais me répéter, mais je pense créer du contenu en français dans la communauté. Aller parler du bégaiement dans la communauté. Tu sais, on parlait plutôt de représentativité dans les médias. Il y a des fois, ben là, j'ai pas beaucoup de temps, mais il y a des fois, je me dis, hey, ça serait le fun d'aller dans un média local pour les sensibiliser. Tu sais, ce qu'on peut faire proche de nous, dans notre communauté, dans notre ville, dans notre quartier même. Comme, c'est niaiseux, mais je me dis, on a un impact vraiment chez les gens proches de nous. Tu sais, je parlais à ma mère en fin de semaine, puis elle me disait qu'elle parlait de ce que je faisais à la voisine. Puis là, la voisine était comme « Ah oui, c'est vrai, il y a quelqu'un à mon travail qui bégait, mon Dieu! » Tu sais, c'est comme, ça a un impact tellement... Fait que je dirais de se concentrer vraiment à une échelle locale en français, tu sais. C'est ce que... Ouais. C'est très, 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 très bon comme réponse. Aussi, parfois, quand je bégaye, je vais juste répéter le donc très, 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 alors que c'est juste... Alors que qu'un trait aurait suffi. Mais voilà, c'est beaucoup mais dans ce d'emphase. cas-ci, je suis sûre que... Ben, en même temps, moi, ça me... J'aime que tu sois très, très, très... C'est vrai, l'émotion est là. L'émotion, c'est juste. Donc, on a touché un peu très, très délicatement sur ce sujet, mais j'ai voulu y revenir parce que c'est très important pour nous, pour le Some Stutter Law podcast. Donc, nous demandons à tous et toutes les participants, participantes, leur pensée sur le mot fluidité. On en a parlé un peu. Donc, les connotations, les sens sous-entendus peut-être de ce mot. Et qu'est-ce que la fluidité dit des besoins de la santé mentale dans la communauté des personnes qui bégayent? Est-ce qu'il y a une pression? Et finalement, après cette grande question, ce sont quoi est-ce qu'il y a du soutien en santé mentale pour la communauté des personnes francophones qui bégayent? Mais à propos du terme fluidité, il y a beaucoup. Il y a des articles scientifiques puis de la recherche qui est qui est sorti sur ce sujet-là. Il y a notamment un article fort là, qui a fait beaucoup de bruit dans la communauté. Ça s'appelle A Point of View About Fluency de Christopher Constantino, Seth Tichenor puis Scott Yarus, si je me trompe pas. Je l'ai devant moi, en fait. Oui, c'est ça.
Cet article-là, je pense que ça fait beaucoup de bruit, entre autres quand j'étais au congrès international sur le bégaiement en mai. Il y avait la International Fluency Association, la IFA, qui était présente parce que c'est une des 3 organisations qui organisaient le congrès. Et la International Fluency Association a dit, suite à toutes ces réflexions-là, on vous annonce qu'on souhaite changer notre nom. Et Yale invitait les gens à proposer d'autres noms, tu sais. Ouais. Mais le hic, c'est qu'il y a déjà la ISA, la International Stuttering Association, qui existe. Donc, je me disais, mon Dieu, comment ça s'appelle? En tout cas, ça, c'est une autre affaire. Donc, c'est pour dire que ça fait beaucoup de bruit dans la communauté. J'aime votre question, c'est pertinent. Moi, personnellement, mais c'est sûr que je suis d'accord à 100% avec ce qui se dit dans l'article que j'ai cité. Là. Quand j'ai lu cet article-là la première fois, j'étais comme « Mon Dieu, ça fait tellement du bien! » Là, je paraphrase encore, mais ils disent entre autres que l'utilisation du mot fluidité, c'est de définir le bégaiement par ce qu'il n'est pas. Ouais. Ce qui fait sentir la personne qui bégaye. Comme on disait plus tôt, là, je disais dans mon enfance, à chaque fois que je bégayais, je le ressentais comme un échec. Ben, je trouve que l'utilisation du mot fluidité, c'est ça que ça fait, tu sais, je ne suis pas fluide. Je suis d'accord. Tu sais, tu te définis à partir de ce qu'on... à partir de de ce que t'es pas, comme j'ai dit plus tôt. Wow. C'est puissant. C'est un peu... Quand j'ai lu la question, j'y pensais, puis je me disais, c'est un peu comme si, pour les personnes sourdes, on faisait une maison qui s'appelait la maison de Louis, tu sais. Ouais! Tu vois, là, mais ce serait comme absurde. Un peu comme un centre de bégaiement s'appellerait la maison de la fluidité, tu sais. C'est vrai. Ou quelqu'un qui est en fauteuil roulant, la maison de... Je sais pas, ce serait quoi le contraire? Ouais. De la marche, tu sais, ça serait comme, mais pourquoi? Tu sais, c'est comme, c'est ce que je ne suis pas, tu sais, pourquoi? Puis là, ce qu'il recommande dans l'article, c'est d'utiliser simplement le mot bégaiement, tu sais, c'est ce que ça a défini, tu sais. Donc, ouais, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Puis j'étais super contente. J'ai assisté à j'ai participé, en fait, à une rencontre d'orthophonistes sur Zoom, d'orthophonistes en bégaiement. Puis il y a des gens qui disaient, on va changer le nom des cours dans les universités parce que, tu sais, moi, par exemple, le cours que j'ai eu, c'est troubles de la fluidité. Là, c'est sûr que le cours, ça n'inclut pas juste le bégaiement, mais le bredouillement aussi, mais tu sais, ça pourrait s'appeler bégaiement et bredouillement. Voilà. Puis là, il y a des orthophonistes qui disaient « Ah, mais il y a d'autres types de dysfluidité aussi, comme chez certaines personnes autistes. Mais tu sais, là, on pourrait dire, ça entre dans du bégaiement aussi, dans le fond. C'est comme un autre type de bégaiement. En tout cas, mais tu sais, je reconnais que mon expertise n'est pas assez grande pour penser à toutes le pour et contre. Bref, mais je trouve que c'est vraiment intéressant qu'on ait cette réflexion-là. Puis moi, personnellement, comme personne qui bégaye, quand j'entends le mot fluidité, tu sais, comme... ça me chicote toujours un peu, tu sais, c'est comme inconfortable, genre, tu sais, non, je suis pas fluide, tu sais, je sais bien, mais tu sais, qu'est-ce que ça te fait? Non, c'est vrai! Bref, fait que j'ai comme toujours un inconfort avec, mettons, c'est ça, trouble de la fluidité, tu sais. Pourquoi pas juste dire que c'est du bégaiement? C'est vrai. Même le mot bégaiement, tu sais, avant, je l'aimais pas vraiment, puis là, il y a une personne que j'apprécie beaucoup qui est... bref. Une personne que j'apprécie beaucoup qui m'a dit « Ah, mais c'est le fun parce que dans bégaiement, il n'y a pas la notion de trouble. » Tu sais, mettons, comme le trouble du langage dont on parlait plus tôt, tu sais, je sais pas s'il y a un autre mot. Bref, mais dans bégaiement, il n'y a pas de trouble, tu sais, c'est juste bégaiement. Là, je dis « Ah, mon Dieu, c'est vrai, t'as raison. » Oui, c'est ça, hein? C'est très bien. C'est beau. J'aime ça.
Oui, c'est ça. Mhm. Hmm. Ok, donc, Euh, pardon, continue. Ah oui, ben je me souvenais de la partie 2 Ah oui! de la question, ouais. Euh, ouais, mais je pense que l'utilisation du terme fluidité a certainement un impact indirect sur la santé mentale des personnes qui bégayent parce que c'est... ben, je parlais de capacitisme plutôt, là, mais je pense que le terme fluidité, c'est exactement... Ben, ça suit les mêmes principes que le capacitisme, tu sais, parce que c'est comme te définir à partir du manque, tu sais. Puis le capacitisme, au même titre que le racisme, que le sexisme, a un impact, mais peut avoir un impact sur la santé mentale des gens qui font l'objet du capacitisme. Donc, oui, pour répondre à la question, je pense effectivement qu'il y a un impact sur la santé mentale des gens qui bégayent. Puis les ressources en santé mentale pour les personnes qui bégayent, mais là, ça, c'est touché, je trouve. Parce que, au Québec, en tout cas, je sais pas pour vous à Terre-Neuve comment c'est, mais au Québec, il y a pas... ça court pas les rues, les psychologues ou les travailleurs sociaux, travailleuses sociales qui sont spécialisés ou même qui ont une connaissance de ça. Comme j'en connais trois, tu sais, qui travaillent dans le domaine. Mais tu sais, c'est très, très, très rare. Même moi, je consulte régulièrement, tu sais, puis à chaque fois que j'ai des nouvelles intervenantes psychosociales dans ma vie, mais tu sais, il y a toujours ben tu sais, je suis consciente qu'il y a un risque, tu sais, que, mettons, à notre première rencontre, peut-être que il y aura une petite remarque ou un petit rire ou tu sais ou c'est arrivé avec un des intervenants que tu sais il a fallu que je recadre des choses tu sais parce qu'il me disait je parlais de mon bégaiement tu sais puis il m'a dit ah mais là comme ça va bien tu bégayes pas du tout tu sais fait que j'ai comme recadré ah mais j'aime pas ça quand on me dit que ça va bien parce que je bégaye Ouais, pas du tout exactement. je veux pas qu'on me dise ça tu sais ça Ouais. bref puis tu sais moi, ça me dérangeait pas de recadrer parce que je suis comme habituée de le faire, puis ça me dérange plus, tu sais, mais quand tu consultes, c'est comme censé être un safe C'est space, ça. puis C'est genre, ça. je suis pas mal certaine que dans bien des cas, ça l'est pas, tu sais. Que tu consultes, peut-être pas pour le bégaiement, peut-être pour bien d'autres choses, mais en Ouais, plus, tu vas comme faire face à des micro-agressions sur le bégaiement. certainement. J'ai consulté un psychologue aussi à 18 ans, puis tu sais, je parlais de mon bégaiement beaucoup, puis moi, j'avais comme pas de connaissances sur le bégaiement, puis, tu sais, lui, on a comme travaillé mon vécu comme si le bégaiement, c'était genre le symptôme de l'anxiété vécue Hmm. avec mon père, blablabla. Tu sais, mais c'était Ouais. comme... Puis moi, à cet âge-là, j'étais là, ben oui, ça a tellement de sens. Puis, tu sais, oui, c'est sûr que le bégaiement a comme eu un effet anxiogène, blablabla. Tu sais, oui, c'est sûr, mais c'était pas comme... Ce n'est pas le symptôme, tu sais. C'est ça. Je suis Fait que d'accord. bref, je pense qu'il y a beaucoup de méconnaissance chez les intervenants et D'accord. intervenantes psychosociaux, vraiment, tu sais. Puis il y a beaucoup de travail de sensibilisation à faire. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Merci d'avoir Fait partagé que... ça. Ouais. Mhm. J'aime aussi, je parle souvent de la thérapie et ça ne me gêne pas du tout, donc j'en parle souvent. Et j'ai remarqué que la première fois aussi. qu'on m'a posé la question de genre, mais comment tu te sens par rapport à être quelqu'un qui bégaye? Et je n'avais jamais entendu cette question avant. Je me suis dit, bah, ça fait quelque chose en fait, il faut en parler quand même. Et puis Oui, je ouais. me suis rendu compte que et quand je dis on, je parle de la société, qu'on ait appris que la meilleure chose à faire, c'est de l'ignorer, le bégaiement. De n'en parler pas, de faire en sorte que ce n'est pas là, que de l'ignorer. Et puis c'est ça qui est poli. Et ça sera impoli de poser des questions à la personne alors que c'est pas du tout une mauvaise chose. Et j'apprécie même des questions parce que ça aide à illuminer un peu
un trou dans ses connaissances. C'est vraiment très utile, je pense. La curiosité, pour moi, guérit l'ignorance. Donc c'est pour ça que donc, il faut poser ce genre de questions. Puis je me suis rendu compte que les thérapeutes, par exemple, n'en parlaient jamais. Alors que maintenant, en hindsight, je me suis dit, ça aurait été une bonne chose de me poser des questions là-dessus. Parce que ça joue un rôle. Ben, surtout pour les plus jeunes, je pense, là, tu sais. Ouais. Ouais. C'est ça. Donc, ou existe-t-il un groupe de soutien ou d'autres ressources francophones que nous pourrions promouvoir dans notre audience francophone? Oui, ben, à l'association Bégaiement Communication, on a des... ben, avant, ça s'appelait des groupes de soutien. Maintenant, ça s'appelle des soirées discussion. On en a en présentiel à Québec et à Montréal et en ligne aussi. Donc, s'il y a des francophones de Terre-Neuve qui veulent se joindre en ligne 1h30 plus tard, je pense que c'est à 7h. Il faut que je m'informe, mais je pense que c'est à 7h. Donc, ça se peut que pour LE à Terre-Neuve, ça serait 20h30. Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé parce que j'avais trop envie de dire pour LE. Non, mais vraiment, le fait que tu fasses l'effort, c'est très apprécié. Merci. Oh, mais je dis pas ça pour que tu me remercies, c'est juste, je trouve ça tellement le fun! Ça va. Mais j'allais dire, je vais certainement m'y présenter un de ces jours. Ben, est-ce qu'il y a une conférence à Terre-Neuve? En anglais, oui. Mais pas en français. OK, en anglais. Mais est-ce que à Montréal, le 15 octobre prochain, on a une journée rencontre, une journée de conférences et d'ateliers, si jamais ça t'intéresse? Je prends note. Après ça, on sort souper. Ouais, si tu veux faire un voyage à Montréal. Oh, est-ce que c'est en ligne aussi ou est-ce que c'est uniquement en personne? Non. Ah, dommage. Malheureusement, okay. c'est en personne. Ouais, je sais. C'est parce qu'on a tout un peu une écœurantite. Ah ouais, c'est vrai. Ok, de là. Zoom. Ouais, là, maintenant que tu le dis, je dis, c'est tellement évident. Ouais, c'est. Non, en personne. Non, je comprends. Je me souviens que le groupe de soutien ou les soirées de discussion en anglais avaient lieu, bien sûr, en personne, mais lors de la pandémie, on en avait en ligne. Ouais, nous aussi, c'était la même chose. Ok, donc, pour summariser un peu, quels sont tes objectifs de vie et de carrière selon tes projets actuels? Donnez-nous un petit amuse-bouche. Donne-nous un petit amuse-bouche à quoi on peut attendre. Oui, ben je vais peut-être être un peu plate. Ces temps-ci, je vois vraiment à court terme. Je me rends compte que faire un doctorat, c'est vraiment prenant. Fait que je me dis, tu sais, je vois jusqu'à la fin de la session qui est en décembre, puis si je me rends là, tant mieux. C'est ça. Fait que ces temps-ci, tu sais, j'ai une vision un peu à long terme, mais tu sais, ça me force, ben, le fait d'être si occupée, ça me force à être dans le moment présent, puis ça a des bonnes choses, comme, il y a un lâcher-prise, genre, puis ces temps-ci, je me concentre, en fait, mes projets ces temps-ci, c'est de me donner une structure de vie, un cadre où je peux avoir, où je me donne du temps juste pour exister, tu sais. Ça, je ressens. Ouais, ça c'est mon défi, là, ces temps-ci, c'est ça. Ouais. Fait que mes projets, ça ressemble pas mal à ça, finir, me rendre jusqu'à la fin de la session pour commencer l'autre après, et l'autre après, et l'autre après. C'est tellement ça. Et me bâtir un cadre de vie où j'ai du temps juste pour exister, tu sais. Mais, tu sais, je suis vraiment contente de faire ce que je fais. Je trouve que j'ai énormément de chance. Ça me stimule vraiment beaucoup. Le danger, je pense, quand on est tellement investi dans un travail qui nous passionne, c'est de travailler tout le temps, tu sais. Ouais, c'est le piège. Mais je préfère ça que le contraire, tu sais. Absolument, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Donc, dernière question, malheureusement. Est-ce que tu as des questions pour nous? Oui, ben là, je suis...
Je suis tellement ravie d'apprendre qu'il y aura d'autres épisodes en français. Oui. D'où est venue votre idée de faire des épisodes en français à Some Stutter Law? En passant, j'adore votre nom. Merci. Puis votre logo aussi, il est tellement cool! C'est vrai, on est très très chanceux. Il y avait quelqu'un de super doué qui a fait ça. Et puis Some Stutter Law, il s'agit d'une expression terre-neuvienne. Là, c'est une... Oui, je sais. Yeah. Ok, voilà, tu comprends. Yeah, c'est parfait. Ouais, c'est genre look. Yeah, c'est ça. C'est tellement cool! J'aime fou ça! J'adore. Check! Il y a des gens qui bégayent! Ouais, c'est ça. C'est hot! L'idée, je pourrais pas parler pour l'équipe, mais selon moi, pourquoi j'ai proposé ça au groupe, c'est parce que j'ai voulu... Parce que, bien sûr, je suis une personne qui bégaye, qui préfère le français, donc voilà. Mais aussi, j'ai travaillé comme moniteur de langue aux 4 écoles françaises ici à Terre-Neuve. Et j'avais remarqué qu'il y avait 2 ou 3 élèves qui bégayaient et qui étaient si gênés de parler qu'ils parlaient presque pas. Et j'ai eu une expérience pour moi qui était très très belle et même un point tournant, comme tu as dit, où je me suis permis de bégayer devant cet élève. Et puis il écrivait et tout. Et puis il m'a regardé comme un moment et je me suis dit, là j'ai pris la bonne décision de faire ça. Parce que je me demande si là j'ai jamais vu des adultes qui bégayaient. Et que c'est très important. Ouais. Et je connaissais qu'une seule orthophoniste bilingue à Terre-Neuve-Labrador. Son email n'est plus actif. Donc, je me demande si c'est toujours son travail. Mais qui semblerait avoir un manque de ressources. Et il y a beaucoup de raisons potentielles. Peut-être c'est le funding, ça se peut. Mais aussi, on ne pense pas à Terre-Neuve et Labrador comme un havre pour des francophones, alors qu'il y en a. Il y en a. Pas autant que ça, comparativement. Mais je peux vivre facilement ma vie en français à Terre-Neuve. Si tu sais où aller, à qui parler. Nous avons l'association communautaire francophone, Saint-Jean et Labrador. Il y a tellement beaucoup de choses. En tout cas, juste ça pour dire que je me suis dit que j'aime que petite Lise aurait adoré voir des personnes qui racontent son histoire. Et je me suis dit que si je pourrais apporter ça aux auditeurs et auditrices francophones qui bégayent, qui n'ont peut-être pas la confiance d'en parler eux-mêmes, qui auront peut-être la confiance ou le courage d'appuyer sur play pour nous. C'est tellement beau ce que tu dis, my God! Merci! Comme la confiance et le courage d'appuyer sur play. C'est beau. Non, mais parce que c'est vrai que juste entendre d'autres personnes qui bégayent, ça peut être difficile. C'est vrai! Je trouvais ça beau que tu le reconnaisses. Ouais. Mais j'ai eu la même émotion quand tu as dit j'aime entendre les personnes bégayer. Et je dis ouais, c'est vrai, ça me fait du bien! Yeah, parce qu'on est appris et on ne peut même pas s'en vouloir aux orthophonistes parce que la formation, c'était ça justement. Oui. Donc on est vraiment en train de changer comment on approche ça et pas comme et pas en tant que problème ou souci de parole ou de problème, mais juste d'un bégaiement, ça existe. Ouais. Plutôt, j'aime... Il y a une orthophoniste que... en fait, c'est Judith La Bonté, avec qui je co-anime et co-produis Je sur un podcast. Puis elle a dit que le bégaiement peut être vu comme une variation de la parole, tu sais. Puis j'aime utiliser ce terme-là. Ouais. C'est beau. En tout cas, je pense que c'est tout, malheureusement, alors qu'on a parlé depuis très longtemps. Donc, je te remercie de m'avoir accordé autant de temps. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Donc, Geneviève, pour tous nos auditeurs et auditrices qui aimeraient avoir davantage des informations,
comment est-ce qu'on peut être en contact avec toi et avec le podcast ou quelles sont vos manières de vous contacter? Oui, ben pour ABC, pour l'association Bégaiement Communication, on a un site web, le www.abcbégaiement.com. On peut nous rejoindre par courriel aussi au info@abcbégaiement.com. Si vous voulez m'écrire à moi personnellement, c'est le Jen, Gen, .lamoureux à @abcbégaiement.com. On est aussi sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, Facebook et Twitter, tous sous le nom ABC Bégaiement. Ouais, Parfait. c'est ça. J'oublie rien. Je vais te suivre sur Instagram direct. Tout de suite. Yeah! Moi aussi, je vais suivre Some Stutter Law, Oui. ben, que je suis déjà en fait sur Spotify. Ok. Depuis que c'est sorti, j'étais comme... Très bien. Puis, je suis un podcast est aussi accessible Parfait. au abcbégaiement.com sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, J'adore. blablabla. Vous avez juste à taper je suis un podcast. Parfait. Enfin, j'ai pas envie que la conversation ait fin, mais voilà. Moi non. Hey, mais toi, il est comme rendu 10h30 chez Je vous. m'amuse. 22h30. Je m'en sais rien. Merci Je beaucoup. m'amuse. De rien. Le Oui, moi aussi. plaisir est à moi. Merci pour ton partage et pour ta vulnérabilité et pour ton honnêteté. Je l'apprécie. Je te renvoie ces remerciements. Merci pour ton partage, pour ta vulnérabilité, pour ton ouverture, pour ta sincérité aussi. Ouais. T'es comme Ouais. quelqu'un de super vrai et spontané. Merci, je Ce l'apprécie. que j'aime beaucoup. Donc, ça sera pas la dernière interaction, j'espère. J'espère aussi que non. Donc, bon courage avec tes études et avec ton travail. Et voilà, bonne chance. Bon parcours. Mais merci beaucoup. Bon courage avec tes projets aussi. Merci. Au revoir. Bye! This episode of Some Stutter Law is hosted by Liz Fagan. It is produced, recorded, and edited by Paul de Decker, as well as Luca Dinu, who, by the way, wrote this jazzy theme music. Leah Bugden and Alicia Megison command our pages on Instagram and TikTok. Editing assistance was provided by the Labrador Languages Preservation Laboratory, or Labradory, at the Memorial University of Newfoundland. You can listen to or subscribe to this podcast on Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, and Spotify. Video versions of each episode are found on our YouTube page. Some Stutterla is a production of the Communication Collaborative. Thanks for listening.